Dédicace à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre l'interview de Merlin. Merlin travaille à l'Alternative qui permet l'innovation sociale, qui crée un espace de rencontre et de coopération où l'on repense la citoyenneté, où l'on agit collectivement. Ce tiers-lieu permet aux acteurs de s'auto-organiser autour de projets communs dans une visée d'accompagnement vers la transition numérique pour tous. L'Alternative accueille toute association varoise ou bénévole qui souhaite développer des projets ou des outils numériques, des citoyens qui souhaitent apprendre ou faire réparer leurs produits numériques. Découvrez et comprenez l'activité de l'Alternative de la Ligue de l'enseignement 83. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi c'est Merlin X, donc je suis facilitateur du tiers-lieu l'Alternative 83 à la FOL du Var et je suis aussi président d'une association de jeux vidéo, la Cave aux Noobs. Consiste votre service recyclage informatique ? Alors notre action dans notre tiers-lieu numérique, donc c'est un projet qui est un peu tentaculaire où il y a pas mal de choses différentes à l'intérieur. C'est surtout un lieu de ressources pour les associations du département. C'est un parcours d'insertion pour des jeunes de 16 à 25 ans qui cherchent à se former, à se réorienter, à découvrir un peu le monde et se rendre utile. Et voilà, dans ce cadre-là, on a une action de recyclage d'ordinateurs qui permet à la fois aux jeunes d'apprendre à réparer des ordinateurs, voilà, directement mettre les mains dans les machines pour apprendre à faire. Et de l'autre, ça va permettre à des usagers, alors c'est surtout des bénévoles et des personnes qui ont des associations, mais aussi ça peut être des personnes qui sont dans le besoin, qui sont fléchées par différentes associations du département, qui pourront se voir équipés d'un ordinateur gratuitement en tout cas. Très belle action. Merci. Quel est votre public pour la récupération et quels sont les circuits de redistribution ? Notre public, donc, il est très large, hein, comme je vous disais, c'est surtout des personnes qui sont dans le besoin, donc ça peut être autant des étudiants qui n'ont pas le matériel pour suivre des cours à distance, pour écrire leur dossier ou juste rechercher, faire leur devoir un peu, c'est-à-dire informer, hein, vu qu'on le sait que le numérique, l'accès à Internet plus largement maintenant c'est obligatoire pour toutes les démarches et tous les apprentissages qu'on peut faire, mais ça va être souvent des publics qui sont fragilisés. Donc voilà, donc étudiants, des personnes qui vont être déscolarisées, enfin voilà, tous ceux qui en ont besoin en tout cas peuvent bénéficier d'un ordinateur chez nous. Vous travaillez avec les entreprises aussi ou pas ? Alors c'est vrai que le réseau des entreprises n'est pas forcément le nôtre. C'est là où on va être un peu plus léger parce que on est une fédération d'associations qui travaillons beaucoup avec des associations. Et c'est vrai que les entreprises ont tendance à être un peu le chaînon qui manque. On y pense souvent sur le côté de réception de dons, parce que vu que les entreprises ont des parcs informatiques qui ont tendance à changer assez souvent, on sait qu'ils ont pas mal de machines dont ils ont plus besoin assez souvent. Mais c'est vrai que des entreprises, on n'en a pas trop. Si elles nous entendent, voilà. Donc, bien. En fait, là, si je comprends bien, vous pouvez récupérer du matériel obsolète ou pas dans les entreprises pour aider des personnes qui sont en précarité ou qui en ont besoin. Donc, en fait, là, on fait un appel aux entreprises. Si vous avez du matériel informatique, n'hésitez pas à les contacter. C'est bien ça, parce qu'après, donc nous, on récupère, hein, c'est un peu tout âge, tout état.
Et comme vous le disiez, on récupère donc à des entreprises et aussi des particuliers tout le matériel dont ils n'ont plus besoin. Vous faites les réparations aussi? Alors oui, on fait des réparations. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va accompagner un peu la découverte de ce monde. Notre but, c'est de rendre tout le monde autonome, hein, hormis le don où là, c'est des personnes qui sont en difficulté à un moment de leur vie. Voilà, on leur donne pour les aider à aller de l'avant et de continuer dans leur projet. Mais sinon, notre but par rapport au numérique, c'est de rendre autonome. Donc les personnes peuvent venir avec leur ordinateur qui est en panne. On va diagnostiquer tout ça ensemble. C'est l'occasion d'ouvrir la bête, voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur, et donc de comprendre quelle pièce a quel rôle, de voir nous comment on s'y prend pour détecter la panne. Et ensuite, ça dépend si c'est quelque chose qui est assez facile à réparer, si c'est une petite pièce à changer, on vous aide à le faire. Ensuite, si c'est quelque chose de très conséquent, où il faut de la soudure, là on va renvoyer vers un informaticien, mais voilà, on accompagne à apprendre à faire soi-même. Donc, vous faites des ateliers? C'est bien ça? Oui, on fait des ateliers de découverte. Donc c'est la réparation, mais c'est aussi le fait d'entretenir son matériel, hein. Des fois, il marche encore, il est juste un peu plus lent. Donc on a des personnes qui viennent se renseigner là-dessus sur encore comment le faire tenir. Et les pièces que vous réparez, donc que vous échangez, est-ce que vous les achetez ou est-ce que c'est aussi de la récupération que vous offrez, que vous donnez ou que vous faites payer aux personnes qui viennent à vos ateliers? Alors c'est ça. Nous, quand on a toujours la pièce sous la main, on la met à dispo. Alors c'est toujours en fonction des dons qu'on reçoit et des projets un peu qu'on a en cours. Nous, c'est vrai que voilà, si c'est une des pièces qu'on a dans un tas, pour vous dire, on a pas mal de voilà, hein, les barrettes de RAM, des disques durs un peu anciens, on en a plein, donc ça, il n'y a pas de souci. Souvent, ça va être les pièces un peu plus récentes, les dernières générations, où là, souvent, on va demander aux personnes si elles le souhaitent de l'acheter elles-mêmes, et ensuite on l'aidera à la monter en tout cas. Donc, vous développez bien l'autonomie et l'indépendance de l'humain. C'est super, ça. Merci. Alors, moi, ma question importante aussi, comment garantissez-vous les données personnelles pendant le recyclage? Et oui, bien sûr. Donc ça, c'est évident quand on nous met à disposition du matériel. Donc des fois, on a des donateurs comme les finances publiques ou d'autres grands organismes. Bon, très souvent, quand c'est des organismes aussi conséquents, surtout sur le secret professionnel, ils ont tendance à avoir leurs propres équipes d'informaticiens qui s'en occupent. Mais ensuite, c'est pour les particuliers, les tout venants, on en fait notre priorité de vraiment nettoyer les disques durs tant qu'il faut, hein, parce que c'est plusieurs suppressions. C'est pas une suppression simple comme on peut le prévoir dans la vie de tous les jours quand nous-mêmes on s'occupe de son matériel. Donc il y a un effaçage en profondeur qui est fait pour être sûr qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Et dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est que tout le temps, on réinitialise les machines pour être sûr qu'il n'y ait vraiment plus rien qui traîne dessus. Et si demain, moi je viens, vous m'aidez donc à réparer mon ordinateur, je rentre à la maison et je m'aperçois en fait qu'il y a encore des données, des photos de l'ancien ou des anciens propriétaires. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors bon, pas que ça nous soit déjà arrivé. À ce moment-là, oui, ça serait un moment pas très sympa pour nous, en tout cas. C'est la question piège. On aurait manqué à notre mission. Non, mais hypothétique. Non, voilà. Dans tous les cas, ça se passe pas. Nous, notre format, c'est que voilà, on accompagne vraiment les jeunes à travailler dessus, mais on a toujours un salarié. Donc chez nous, c'est David qui est adulte relais, qui fait le lien avec les quartiers prioritaires de la ville, qui s'occupe aussi de cette mission de recyclage. Donc c'est lui qui passe derrière les jeunes systématiquement pour s'assurer que tout soit bien et qu'on soit prêt à faire un don en tout cas. Donc si je comprends bien aussi, vous êtes bien cadré juridiquement parlant. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, surtout par rapport aux données personnelles en tout cas. Et, voilà. Et aux dons qui sont aussi encadrés légalement. Donc oui, il faut l'être. Okay. Donc que vous soyez citoyen ou entreprise, on vous rassure, les données sont ultra effacées. Pour toujours. Voilà, pour toujours. Et du coup, les avantages environnementaux du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les voyez et quelles sont les répercussions si vous avez bien travaillé le recyclage environnemental? Est-ce que vous avez vu déjà des retombées de votre travail? Alors, en tout cas, pour nous, la réparation d'ordinateurs, donc c'est environ 1 tonne de déchets. En tout cas, c'est 1 tonne de matériel informatique qu'on récupère par an.
Cette tonne-là, ensuite, il y a un gros travail de diagnostic et de tri. Parce que des fois on reçoit, donc on travaille en partenariat avec la ressourcerie de la RAD qui est portée par l'UDV. Donc en Oui. fait eux ont déjà beaucoup de travail de valorisation et de revente de pas mal d'objets. La recyclerie, elle est La ressourcerie, elle la est ressource. en deux lieux. Donc il y en a un à Saint-Jean où ils font vraiment les petites choses, les livres, les DVD. Elle est vraiment à l'entrée de Saint-Jean. Et ensuite, le deuxième pôle est du côté de Sainte-Musse, où là, c'est vraiment les meubles et les plus grandes choses. Donc, franchement, je le conseille à tout le monde. Hein, si on a besoin d'un peu de vaisselle, d'un petit meuble, c'est des prix qui sont vraiment dérisoires, qui permettent de faire tourner des projets sociaux, qui ont vraiment un impact social et écologique, qui sont géniaux. Donc, n'hésitez pas à passer. Il y a de tout, des vinyles au CD, en allant jusqu'au livre. Et c'est vrai que c'est un système qui est bien plus qui va pouvoir être maintenu à long terme plutôt que le fait de à chaque fois recréer, reacheter, chacun avoir sa copie d'un livre qui prend la poussière sur une étagère. Voilà, c'est vrai que c'est un projet super et on les remercie pour le partenariat parce que comme je disais, eux, l'informatique, c'est vrai que ça leur fait une charge en plus avec des compétences spécifiques, beaucoup de volume de matériel chaque année. Donc on les allège un peu là-dessus et et du coup, c'est là où je vous disais, déjà, on voit dans les volumes que ça représente. Hein, l'informatique, c'est vraiment un domaine qui est très polluant. Donc où en plus il y a toute cette pollution un peu invisible parce que dès qu'on est sur internet, dès qu'on clique sur quelque chose, voilà, derrière il faut savoir qu'on a des serveurs, hein, des data centers, en tout cas des gros lieux qui tournent avec de l'électricité, de l'eau potable qui de consomment. l'air. C'est ça. Et donc, en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est très loin de nous. C'est immatériel, donc on voit pas la pollution qui est générée à ce niveau-là. Et tout le monde a un peu du mal aussi à calculer, vu que c'est des grandes infrastructures avec différentes entreprises. On a du mal à avoir des chiffres dessus. La plupart du temps, ce qu'il sort, c'est que la pollution, ça serait aux alentours d'un 50-50 entre le matériel et le fait de faire tenir les data centers. Alors, des fois, on dit que c'est un peu plus les data centers, des fois un peu plus le matériel. En tout cas, les deux sont très énergivores. Hein. Dans le matériel, c'est une liste très longue de matériaux très rares. Hein. Vous avez tout de l'or à l'argent, du nickel, vous avez du lithium hein, dans vos ordinateurs, vos smartphones, tout ce qui a des écrans et du stockage dessus. Oui, et là, on connaît bien les impacts environnementaux et humains aussi dans les autres pays par rapport à tout ce côté informatique et pièces. Et ça, c'est important de le souligner aussi. Et oui, parce que ce sont des filières, elles sont très loin de nous et en fait on se rend pas compte. Nous voilà, c'est la technologie, quelque chose de très moderne. En fait on sait pas les conditions de travail désastreuses de ceux qui doivent aller extraire le lithium pour nos batteries de voitures, de vélos, d'ordinateurs et compagnie. Donc c'est vrai que tant qu'on peut se permettre de maintenir notre matériel, ça nous fait ça empêche de déclencher cette demande supplémentaire. Là par exemple vous avez un peu des choses folles. Cette année on a appris que Windows 10 arrêtait le support, qui passait sur 11 et en plus qui demande des pièces qui sont vraiment assez puissantes, enfin pour faire de la navigation web et juste de la rédaction, voilà, du Word, etc., de la bureautique, du traitement de texte. De demander des processeurs de 7e génération ou plus, ça paraît fou. Et automatiquement, quand vous avez une entreprise comme Microsoft qui fait une annonce comme ça, c'est un effet d'appel et c'est plein de petits gens qui se disent oh là là, je vais plus être en sécurité, vite il faut que je rachète. Et en fait, ça fait peser un coût incroyable. Pousse à la consommation. Pensez que ça pourrait avoir un rapport avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de pousser comme ça Oui, alors en tout cas, les data centers se multiplient et consomment de plus en plus d'énergie avec l'intelligence artificielle. Ça c'est évident. Après, je vous dirais que oui, ils sont aussi en besoin de financement hein, de ces opérations très coûteuses. Donc là, on est sur une phase d'investissement massif et on le voit. C'est pour ça que Meta change leurs conditions d'utilisation. Hein. Voilà, tous les GAFAM se bougent un peu. Google, YouTube vous mettent de plus en plus de pubs. C'est en lien direct avec le financement de l'IA. Mais après, on a toujours vu un peu ces pratiques dans tous les cas où voilà, c'est souvent en lien avec les actions, hein, et voilà, il faut vendre pour pas que l'action perde en. Et vous pensez quoi du rapport de l'intelligence artificielle avec l'humain, son utilisation et peut-être son avenir?
Est-ce que vous pensez que ça va être, on va dire, en symbiose ou séparé à un moment donné? Alors ça, c'est des questions très difficiles. Pour tout vous dire, là, ça fait 1 an qu'on se base un peu sur l'intelligence artificielle parce que notre tiers-lieu a le but d'être un lieu de ressources, d'accompagnement au décryptage aussi de tout ce qui se fait en numérique. Et clairement, bah, souvent, je viens en dire que on a l'impression que dans les 5 à 50 ans, on ne sait vraiment pas ce qui peut se passer. Alors soit là, l'IA, c'était vraiment un nouveau effet d'appel, c'est la nouveauté, on s'en charge, on fantasme un peu dessus et ça va un peu se tasser. En tout cas pour l'instant, hein, parce que l'intelligence artificielle, ça fait un bon moment qu'on travaille dessus depuis les années 50. Donc là, on a eu un grand pic. Donc voilà, est-ce que c'était juste un peu l'outil à la mode dans lequel on a mis des milliards? Hein, on le voit là, la France investit 100 milliards dessus, alors et c'est au-delà de son plan de préservation de l'environnement. Donc on vient à se poser un peu des questions. Donc c'est vrai que c'est très dur de le dire. En tout cas, on peut juste dire que tout se passe vite, tout est dans les mains d'entreprises privées. Il y a pas de débat public, et même s'il y en a un, il va pas forcément être écouté par ces acteurs qui sont très grands, très puissants, ou alors pas encore connus pour l'instant. Hein, c'est le cas un peu de ce qu'on a vu en Chine avec DeepSeek. Mais clairement, en tout cas, c'est quelque chose où il faut avoir du débat, où il faut suivre de près, parce que si on en arrive vraiment à une IA très puissante, surtout à partir du moment où elle pourrait s'améliorer, donc on se dit ah c'est pas tout de suite, mais disons que ça risque de nous tomber dessus à un C'est moment ça. et on saura pas quoi faire. Donc voilà, d'une super intelligence comme ça qui pourrait être créée, bah, du jour au lendemain, on sait pas trop ce que pourrait être notre monde. Donc on est entre fantasmes et vraiment enfin, de la réalité qui est dure à assimiler et à comprendre Oui, même. parce qu'en fait, on peut aussi se diriger, on peut laisser tomber l'humain, écarter l'humain, Mm. mais on peut très vite tomber dans le transhumanisme. Oui, oui, c'est ça. Hein. Là, on le pense. Hein. On est dans un monde qui est orwellien, qui nous fait penser à d'autres écrivains comme Aldous Huxley aussi. Et donc, on est vraiment à la croisée de plusieurs mondes. Mais je pense que on se rendra assez compte déjà que l'humain a une plus-value que la machine ne pourra pas remplacer. On le voit sur la créativité. Et même si elle fait des choses très créatives, derrière, il faut des humains qui puissent lui dire dans quel sens aller. Parce qu'on le rappelle, hein, l'IA ne sait pas ce qu'elle crée. Elle n'a pas le même monde. Elle a une force, c'est de traiter énormément de quantités de données très rapidement. Ça, on pourra Et, jamais l'égaler. Ça sera toujours pratique et pour nous, mais vous êtes d'accord sur le fait que l'IA a été créée par des humains, qu'elle est alimentée par des humains bien sûr. pour des humains? Oui. Oui, oui, on en est là et ensuite c'est là où elle reprend aussi les défauts des humains. Et c'est là où c'est très complexe parce qu'en plus les humains lui donnent des missions et elle se paramètre elle-même pour y arriver. Donc ça nous donne l'effet boîte noire dont on parle souvent. Mais oui, oui, en tout cas on en est là et c'est très difficile de voir l'avenir en tout Oui, cas. c'est très difficile de conscientiser les gens là-dessus Mm. parce enfin, moi, par rapport à ce que je vois, ce que j'observe, c'est que les gens pensent que c'est magique, Mm. Et alors oui, qu'en fait, une IA peut faire une faute d'orthographe, tout simplement. mais bien sûr. Pour moi, hein, je parle pour moi parce qu'elle est alimentée par un humain, donc elle n'est pas infaillible. Oui, et c'est ça. Et puis vous avez des visuels très justes qui tournaient sur les réseaux sociaux, où en fait vous avez l'IA qui scanne les œuvres d'art d'humains et qui ensuite la réimprime et dit voici mon art. Mais bah, c'est vrai que sans ces bases de données qui sont en fait bah, l'intégralité de nous ce qu'on a créé, bah, elle ne serait rien. Et puis là tout ce qu'elle sait faire, c'est réutiliser un peu retravailler, recombiner tout ce qui a été créé par l'être humain et de le remodeler. Mais voilà, elle aura pas les mêmes manières de créer, elle remplacera pas l'humain en tout cas. Et donc, comment sensibilisez-vous le public et les entreprises? Alors, clairement, alors nous on essaye beaucoup de travailler avec nos jeunes. Hein, je vous disais, on a un parcours d'insertion sur le tiers-lieu. On a la chance de les avoir en service civique pendant 8 mois avec nous. Pour moi, c'est là où on peut vraiment sensibiliser. Parce que sensibiliser sur des courts moments, on peut être dans l'échange, un peu planter des graines, être dans le débat. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de sensibiliser les nouvelles générations qui sont avec nous un moment, autant sur le logiciel libre avec toutes les questions éthiques et écologiques qu'il amène,
voilà, parler de l'IA, du devenir de la société et surtout du côté énergivore du numérique. Et sinon, on est aussi très souvent disponible, ça sera le cas le samedi 4 juin, Voilà, si je dis pas de justement, je voulais bêtises. venir à vos projets en Oui, cours et aussi savoir si vous vous déplacez pour des événements dans les écoles, dans les associations, les entreprises. c'est ça, on se déplace très souvent, donc là on est souvent rappelé par différents, j'allais dire collègues, mais en tout cas partenaires sur des événements. Donc là, ça fait 2 fois qu'on est sur la place d'Armes à différentes occasions et pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur et parler de cette pollution numérique. Mais on intervient dans tous les formats, on fait tous les formats, tous les publics, on s'adapte. On a une sorte de, on l'appelle le non-catalogue parce que justement on essaye de pas rentrer dans une logique finie de catalogue, mais plutôt apporter des thématiques et en tout cas les publics sur lesquels on intervient. Donc ça va en ce moment même du primaire pour faire de la prévention réseaux sociaux, vu que là en ce Justement, la moment, pédagogie, l'éducation, c'est hyper important de nos jours oui. parce que les enfants sont notre futur. Et justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous intervenez dans les écoles? Oui, on intervient dans les écoles, dès le primaire, école, collège, lycée, à l'université. Là, on était à la Croix-Rouge cette semaine aussi avec les futurs éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants. Donc, on vient un peu partout, on nous le demande en tout cas, et c'est toujours un plaisir de construire un contenu qui va dans le sens du public et enfin en tout cas de permettre de le sensibiliser, de l'amener à des réflexions et débattre avec lui en tout cas. Alors tout à l'heure, on échangeait sur ton expérience à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, nous c'est ça, hein, de l'école. En fait, moi je changeais beaucoup d'école en étant jeune, mais ouais, mes parents déménageaient beaucoup en fait entre la France et l'Angleterre, et c'est vrai que j'ai fait quasiment tout mon collège et la moitié de mon primaire en Angleterre, et c'est vrai que les techniques pédagogiques et surtout l'environnement éducatif est très très différent. On est beaucoup plus sur être à l'écoute des élèves, leur manière d'apprendre, hein. Donc ça, c'était début des années 2000. On nous faisait déjà des tests pour voir si on était plutôt sur du visuel, de l'auditif, de l'écrit, et les professeurs se devaient de se calquer sur nos techniques d'apprentissage. Et puis surtout, ce qui était génial, c'est qu'on avait vraiment des choix en fait, enfin des choix. C'était pas des choix, en plus on devait tout essayer, mais on faisait autant du théâtre que de la cuisine, que de la broderie, que du design en 3D. Et voilà, en début des années Tu 2000. penses que c'est ça qui a développé ta sensibilité pour l'informatique? Alors pour l'informatique, là, je pense que c'était c'est très générationnel aussi, parce que j'ai grandi en étant petit, donc voilà, hein, je suis de 92. En étant petit, tous les téléphones étaient à câble, hein, cordon. Les téléphones portables sont arrivés, allez, un peu avant que je fasse mon entrée au collège. Voilà, au collège, j'avais un 3310, hein, pour à qui ça parle, et qu'il avait déjà 1 ou 2 ans, hein, c'était pas le dernier modèle, mais je pense que c'était ça, très générationnel, où nous on a vécu cette nouveauté. En plus, les grands avaient des ordinateurs, ils savaient pas trop s'en servir. C'était très professionnel ou très loisir, hein. C'était vraiment ceux qui étaient, voilà, pour le travail, je fais du Word, de l'Excel. Et nous, on avait un peu ces ordinateurs qui traînaient. Et dans la curiosité de l'enfance, où on veut tout découvrir, un peu appuyer sur tous les boutons, voir tous les possibles, c'est vrai que c'était très stimulant comme monde. Et ouais, je crois que c'est la nouveauté, plutôt le côté générationnel. Et à la limite, un prof de primaire qui était fan d'ordinateur, à la limite, c'était ça. Mais On est dans la transmission là. ah oui, clairement. Il y a clairement cet effet-là où en plus, si on va aborder une technologie tout seul, souvent, en plus, maintenant, on va tendance à tomber dans du consumérisme, parce que j'ai la télévision, je finis par la regarder, j'ai l'ordinateur, je finis par jouer. Enfin, on est souvent en recherche de temps un peu calme, ludique, mais ce qui est chouette aussi, hein. Pour moi, il faut un équilibre entre apprentissage et Tout à ludique. fait. Et mais par contre, d'avoir une transmission, ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet d'intellectualiser les choses, donc c'est vraiment une plus-value et ça change tout. Et si demain, blackout électrique, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Comment vous pourriez voir les choses? alors celle-là, elle est intéressante. J'y pense assez souvent quand la boulangère peut pas vous vendre une baguette parce qu'elle a plus le wifi. Je me dis qu'on est vraiment sur des systèmes de dépendance. Moi, je suis un grand fan de numérique, je joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est une passion. Mais par contre, j'ai toujours aussi grandi dans l'arrière-pays, dans la campagne, et j'aime bien ce lien avec la nature.
Et je me dis que bah, des fois c'est un peu abusé. Des fois je trouve que voilà cette dépendance, en plus avec le coût écologique, hein, donc on s'est dit allez on va tout numériser, on va passer au 100% numérique. Ah, nous quand j'étais jeune c'est voilà le papier, faut pas couper des arbres, faut faire attention au papier. Et oui mais sauf que quand on se rend compte de l'impact du numérique de l'autre côté, alors peut-être que nous on n'a pas les feuilles de papier, hein, c'est ce que je disais, c'est immatériel le numérique donc on se le dit pas de suite et ça je pense que ça a pris au moins au moins 2 décennies pour que ça fasse son tour, surtout d'un point de vue institutionnel. Euh, mais en fait, ouais, on est allé trop vite. On n'a pas assez réfléchi ce qu'on a fait. On n'a pas assez pesé avec des Oui, ça, calculs. l'humain, la société manque de recul en fait. C'est ça. Et en fait, on n'a pas alors on est sur 2 temps. On n'a pas le temps de prendre du recul parce que ça va trop vite. Et quand ça va trop vite, il faut qu'on en prenne. Et au moment où on en prend, du coup, on est freiné dans nos avancées. Et oui, Et c'est l'instantanéité. là où, en fait, après, c'est burn-out, blackout, etc. Et oui. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous sur l'équilibre qu'on doit maintenir entre les deux, aller vite, mais en même temps, apprendre de la réflexion et du recul par rapport à l'utilisation qu'on peut faire du numérique. Vous êtes d'accord avec moi Ah ou bah oui, pas? c'est ça. Et en plus, enfin, clairement, on va se le dire, ça aurait pas pris énormément de temps non plus. Enfin, que juste quelqu'un demande, ah, tu pourrais me faire un dossier sur le coût environnemental de telle chose. En plus, on va se le dire, ça a dû être fait. Mais derrière, bah, on a des logiques qui sont toujours les mêmes, qui sont, on a des lobbies, on a des entreprises qui sont là pour vendre, hein, surtout Microsoft qui est très fort sur vendre aux collectivités territoriales. Là, je crois que c'était le cas de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône. En tout cas, c'était autour de Marseille. Eux voulaient passer au logiciel libre parce que les informaticiens se disaient bah non, nous on est apte à monter toute notre propre infrastructure, de faire les choses par soi-même, ça permet une souveraineté de nos données, une autonomie. Et en fait, Microsoft est arrivé à offrir tout l'équipement, tout le parc et une année de SAV. Donc voilà, là la collectivité a dit bon bah voilà, c'est un cadeau, on le On prend, c'est prend. chouette. Mais en attendant, se crée cette dépendance. C'est ça, les opportunités sont pas toujours bonnes à prendre. Non, non, faut bien Ça, faire dans la vie de tous attention. les jours, on s'en rend compte. Et oui, et puis voilà, là, la peur un peu, c'est de prendre de la distance avec avec l'humain. On le voit, la perte de contact. Vous arrivez à l'hôtel, c'est un QR code. Vous arrivez au restaurant, c'est un QR code. On limite de plus en plus le temps qu'on a. Et là, on le voit surtout sur l'accès aux droits pour certes, pour les publics les plus fragilisés surtout. Mais au final, c'est tout le monde. Hein, la première fois qu'on fait ses impôts, les premières déclarations, première fois qu'on devient parent. Ben, quand on se retrouve seul face à un chatbot en ligne, donc un logiciel qui nous répond totalement à côté de la plaque, qu'on est sur des répondeurs automatisés qui tournent en boucle, on n'arrive pas à joindre un humain, on se sent bien seul et ça crée plein de soucis C'est derrière. là où on voit l'importance des relations. Quand on s'appelle ou quand on se voit, l'énergie qui peut, on va dire, être sortie Hmm, de la relation humaine, cette belle énergie positive qui peut être créative aussi et qu'on n'a pas avec l'informatique ou le numérique. et En oui, fait, ça doit rester simplement un outil relationnel, mais ne pas enlever ni la proximité ni l'humain. Moi, en clairement, tout cas, c'est ce que j'en pense. un support et qui remplace pas. Et on le voit, le numérique c'est très bien pour traiter la plupart des chiffres, etc. Mais il est très mauvais à s'adapter à des situations particulières. Et le numérique n'aura jamais d'empathie. Hein, si vous avez une personne qui arrive à un guichet, qui est démunie, qui n'a pas un papier, mais que vous voyez, c'est une mamie de 70 ans qui va passer la nuit dehors, qui n'a pas de quoi manger, peut-être que voilà, le fonctionnaire pourrait débloquer quelque chose d'urgent, C'est alors que ça, il n'y a pas l'ordinateur, d'émotionnel. Il y c'est a fini. pas d'émotionnel, il n'y a pas de cœur. Alors, croisez doigts qu'on Oui, revienne vers ça. on va Enfin, s'en en rendre tout cas, compte. on y travaille. Oui. Merci. Merci. Et ma petite question finale, comment voyez-vous l'avenir? Alors l'avenir, en tout cas, bon, on est sur des choses complexes. J'aime bien y penser, en tout cas assez souvent. Pour moi, il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est fait. On en est un peu à la croisée des mondes. Le numérique arrive très fortement depuis 2 décennies. Pour moi, il en est toujours qu'au début, au balbutiement. On en est un peu à l'âge de pierre de ces intelligences artificielles, de la robotique. Hein. Là, dans les 3, 4 décennies qui vont venir, je pense que notre monde va changer drastiquement. Et bah, pour moi, l'avenir, bah, c'est un défi, c'est un enjeu. Il faut du débat. Et en tout cas, ça va être très intéressant à voir et on va être, je pense, dans la rupture d'une certaine manière. Ben, je vous remercie pour ce bon moment d'échange. Je vous souhaite de jolis événements, de beaux projets et plein de bonnes choses dans votre vie personnelle. Merci Merci. Au beaucoup. Au revoir. revoir.